nomme la phobie, l'hystérie d'angoisse. Alors Laura est une femme de 27 ans qui souffre d'une phobie du métro et d'une phobie d'aller à la faculté. Elle reste donc enfermée chez elle, comme elle le dit, recroquevillée comme un fœtus, en mode sous-marin. Je souligne le signifiant sous-marin, parce qu'il renvoie à ce qui est dans la mer, ce qui appartient au domaine proche de la mer. Donc Laura a peur de sortir dans la rue, et chaque sortie occasionne chez elle une montée d'angoisse et des vomissements. Donc d'emblée apparaît dans le discours de Laura son questionnement vis-à-vis de sa mère et de ses relations vis-à-vis de sa mère. Elle parle d'une mère qui a instauré un lien avec elle qui manque de distance. Elle dit que sa mère lui raconte ses expériences sexuelles qu'elle a avec ses amants. Et au contraire, lui parle du manque de relation qu'elle a vis-à-vis de son mari, donc le père de Laura. Ça m'a semblé important parce que Lacan, dans le séminaire sur l'angoisse, associe l'angoisse à la question du manque du manque. Et justement, cette question du manque du désir maternel, voilà, cette question du manque du désir maternel, et donc de cette question importante de la castration, de la castration symbolique, bien sûr. Elle qualifie sa relation à sa mère d'un lien d'amitié entre copines, elle dit. Mais ce qui est important dans cette histoire, c'est qu'à la fois, elle se rend bien compte que ce lien qu'elle a avec sa mère la détruit, la met dans une position insoutenable, mais en même temps, elle trouve une satisfaction. Elle dit qu'elle est fière d'avoir une relation comme ça privilégiée avec sa mère. Au bout de quelques temps, elle va introduire son père dans son discours pour parler d'un homme effacé, d'un homme qui n'assume pas, dit-elle, sa position paternelle, qui n'assure pas sa fonction de séparer l'enfant de sa mère. Ce qui laisse bien sûr la porte ouverte au désir de Laura d'incarner l'objet du manque maternel. Mais ce qui est intéressant vis-à-vis de la possibilité de Laura de devenir sujet, c'est de voir sa part de responsabilité dans cette affaire. Parce que comme elle le dit, elle n'a pas laissé de place à son père. Ses relations avec les hommes, dit-elle, sont à l'image de celles qu'elle a avec sa mère. Elle ne peut vivre sans son compagnon, si bien que ce dernier, comme elle le dit, comble complètement son manque. Ça rejoint encore une fois la question de l'angoisse, comme signalant justement que le manque vient à manquer. Elle ne peut rien faire sans lui et compte sur lui pour se motiver. Elle provoque la dispute afin, dit-elle, de se différencier, de se séparer, de réaliser qu'elle est différente. Car sinon, enfin ce sont ses mots, elle se sent comme attachée, greffée, en symbiose. Et en même temps, et c'est certainement là que se joue le conflit psychique, elle dit que ça lui fait du mal de s'apercevoir qu'elle est différente. Plus elle s'approche de la source de ses symptômes, plus ceux-ci s'intensifient. Si bien qu'un jour, plutôt que venir en séance, elle se rend directement à l'hôpital car elle souffre d'une montée d'angoisse profonde. Le lendemain, quand elle vient à sa séance, la première idée qui lui vient à l'esprit, c'est sa haine vis-à-vis de sa mère. Alors, quoi de neuf sous le cheval? C'est en lisant une histoire à ma fille que m'est venue l'idée de vous en lire un morceau. Cette histoire s'intitule Zoé et le courage, dans la série Princesse parfaite, et c'est comme si l'auteur avait consulté un volume sur les phobies. Cela donne. Zoé a peur de tout, des sorcières, des piqûres et surtout du grand méchant loup. Mais quand elle devient une petite princesse parfaite, Zoé n'a plus peur de rien. Ni du noir, ni de l'orage, ni de son gros chien galopin. Chez le docteur, en voyant le stéthoscope qui dépasse de sa trousse, Zoé a la frousse.
Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Elle se laisse ausculter sans bouger. Zoé a trop peur du sang. Dès qu'elle a un bobo, elle réclame un pansement en pleurant. Et l'histoire continue. Dans un défilé de folies possibles, les animaux, l'eau, le centre aéré, le cheval, l'araignée. Je vous lis la conclusion qui nous introduit au cœur du sujet, mais pour son frère Adam, Zoé est toujours une princesse parfaite. S'il a peur du noir, elle lui raconte une histoire, et Adam applaudit quand elle chasse les monstres gris cachés sous le lit. Voilà donc une histoire non pas à dormir debout, mais à endormir les enfants, ceux qui ont peur du noir bien sûr, ceux qui vérifient qu'il n'y a rien à cacher sous leur lit ou derrière le rideau. Nous noterons cependant qu'à la différence des vrais phobiques, Zoé ne semble pas avoir une phobie continuelle, elle alterne, elle arrive à surmonter sa peur. De même, nous pourrions dire que le petit chaperon rouge n'aurait pas connu un tel succès si elle avait été phobique. En psychanalyse, la phobie est un symptôme et non pas une névrose, d'où l'utilisation de l'expression hystérie d'angoisse à la place d'une phobie. Lacan, quant à lui, en fait une plaque tournante. Dans le séminaire sur l'angoisse, il écrit « La phobie n'est pas du tout à voir comme une entité clinique, mais comme une plaque tournante. Elle vire plus que communément vers les deux grands ordres de la névrose, hystérie et névrose obsessionnelle. Elle réalise aussi bien la jonction avec la structure de la perversion. Elle est moins une entité clinique isolable qu'une figure cliniquement illustrée, de façon éclatante sans doute, mais en des contextes infiniment divers. La phobie est un symptôme universel et fait partie du développement d'enfants. Elle est au cœur de la névrose infantile et signe l'Oedipe. Elle précède le choix de la structure. En somme, c'est le style de la névrose infantile. Les phobies infantiles sont essentiellement inspirées par des animaux. Sont distinguées les phobies de la première enfance, qui portent sur de gros animaux connus d'enfants par expérience directe ou par outil, cheval, chien, loup, lion. Ces animaux sont imaginés dans des attitudes menaçantes de dévoration, de poursuite, et les phobies de la deuxième enfance, qui portent sur les petits animaux, souris, insectes, dont la menace éprouvée comme une atteinte à l'intégrité corporelle entraîne une répulsion horrible. Dans le séminaire 4, Lacan définit la phobie ainsi. C'est une création imaginaire, privilégiée, prévalente pendant un certain temps et qui a toute une série d'affects sur le comportement. Plus loin, il écrit que la phobie constitue un appel à la rescousse, l'appel à un élément symbolique singulier, extrêmement éloigné de